Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. Vous vous souvenez tous de ces bagarres dans la cour de récré de votre école. Un attroupement prenait forme, précipitant vos profs et surveillants dans la mêlée, et tout cela allait faire ce qu'on appelait à l'époque l'événement du jour. Oui, mais voilà, aujourd'hui on ne parle plus d'événement mais de buzz. Ce buzz, il faut bien le créer et bien sûr le diffuser. Et désormais, il peut passer au niveau national, voire international. Un téléphone portable équipé d'une caméra, une liaison internet et hop, le buzz est créé. Comme toujours, les avancées technologiques ont leur revers. Et malheureusement, on a vu apparaître ces dernières années un phénomène particulièrement odieux, le happy slapping. C'est notre cas d'aujourd'hui. Si vous êtes confronté à pareille brutalité, mieux vaut savoir vous y prendre d'un point de vue juridique. Lors d'un jeu particulièrement violent dans la cour du collège, un élève enregistre une scène d'étranglement avec son téléphone portable. On reconnaît les différents protagonistes de la scène et on les entend distinctement interpeller l'agresseur par son nom. Envoyée en direct, la scène fait le tour des portables de très nombreux élèves de l'établissement avant d'être déposée sur le mur d'un profil Facebook d'un des élèves. Alertés par des amis, les parents de la victime portent plainte contre l'agresseur et l'établissement. Pour tout savoir sur le happy slapping et comment le combattre, restez en ligne. Nous nous intéressons aujourd'hui à un phénomène particulièrement malsain qui prolifère dans les établissements scolaires. Émilie, qu'est-ce que le happy slapping ? Le happy slapping, ou joyeuse claque en français, est une pratique particulièrement stupide qui consiste à filmer à l'aide de son téléphone portable une agression perpétrée par surprise et à en diffuser les images. Sous quel angle devons-nous aborder les questions de responsabilité ? Il me semble que nous devons tour à tour envisager la non-assistance à personne en danger, l'atteinte à la vie privée, puis la responsabilité du chef d'établissement et du personnel éducatif pour non-surveillance des enfants dans la cour de récréation. Et il y a aussi la responsabilité des mineurs. Effectivement, mais nous y reviendrons plus tard. J'aimerais commencer par l'évolution récente opérée par la loi du 22 février 2007 sur la prévention de la délinquance. Cette loi incrimine le fait d'enregistrer et de diffuser des images d'agression ou happy slapping. Elle fait de celui qui filme la scène un complice de l'auteur principal de l'agression, puni comme ce dernier. Il me semble que dans le domaine de l'agression, la sanction peut être beaucoup plus lourde que celle du délit de non-assistance à personne en danger. Oui, elle peut aller jusqu'à la perpétuité. Fichtre, je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque-là. Émilie, le fait de diffuser cette scène sur de nombreux portables et de la déposer sur le mur d'un profil Facebook ne caractérise-t-il pas aussi une atteinte à la vie privée ? Si, naturellement, le jeune capte des images et des sons sans autorisation et les diffuse sur Internet. Mais plus radicalement, le nouveau texte sur le happy slapping prévoit que le fait de diffuser de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vois que les mesures ont été prises en conséquence afin de bien marquer les esprits. Effectivement, qui s'y frotte s'y pique, comme on dit chez moi. Je vous laisse la parole. Le happy slapping est l'agression physique par surprise d'une personne afin d'obtenir une vidéo destinée à être diffusée sur Internet. La personne enregistrant des scènes de happy slapping pourra être pénalement punie au même titre que l'auteur principal de l'agression. Et enfin, l'atteinte à la vie privée résultant de la diffusion publique de la vidéo réalisée pourra être aussi punie. La suite, après ça. Nous venons de voir que le fait de provoquer une agression pour en tirer une vidéo et la diffuser est un acte extrêmement grave et punissable de lourdes sanctions. Maintenant, Émilie, si le responsable d'un tel acte est un mineur, qui est responsable, lui ou ses parents ? La loi est très claire. Le mineur est pénalement responsable de ses actes s'il est jugé capable de discernement, c'est-à-dire s'il a conscience de la portée de ses actes. Un enfant mineur peut donc être responsable, quel que soit son âge, et jugé. Pas tout à fait, Christophe. Il existe des distinctions. Tout d'abord, aucune sanction, même éducative, ne peut être prononcée contre lui avant l'âge de 10 ans. Ensuite, de 10 à 13 ans, le mineur peut être condamné à des mesures et sanctions éducatives, comme l'obligation de suivre un stage de formation civique ou de participer à des actions d'aide aux victimes ou de réparation. Et si c'est un ado ? Eh bien, de 13 à 16 ans, en plus des mesures et sanctions éducatives, il bénéficie d'une atténuation légale de responsabilité et n'encourt donc que la moitié de la peine de droit commun. Sachez que les crimes des mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le tribunal pour enfants. Le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs. Et par décision du juge, spécialement motivée, sa peine peut être portée au même niveau que celle d'un adulte. Et les parents peuvent voir engager leurs responsabilités, puisque justement, ils sont responsables de leur enfant mineur.
Oui et non, Christophe. Au pénal, la responsabilité des parents ne peut être engagée, car il s'agit d'une responsabilité individuelle où, par principe, chacun est responsable de ses actes. Mais au civil, les parents peuvent être condamnés, car ils sont civilement responsables de leurs enfants. La réparation est alors évaluée selon les dommages causés par l'enfant. Je vous envoie ce document. Retenez que le mineur de moins de 10 ans est considéré pénalement comme irresponsable. Un mineur de 13 ans est doté de discernement, encourt l'infliction de mesures éducatives. En ce qui concerne les mineurs de 13 à 16 ans, en plus des mesures et sanctions éducatives, ils bénéficient d'une atténuation légale de responsabilité et n'encourent que la moitié de la peine de droit commun. Les mineurs de plus de 16 ans bénéficient toujours de l'excuse de minorité, mais celle-ci peut être écartée par le juge. Et enfin, la responsabilité pénale des parents ne peut être engagée faute d'avoir eux-mêmes commis l'infraction. Mais leur responsabilité civile peut les contraindre à réparer les conséquences financières du dommage causé par leur enfant. Nous allons maintenant nous intéresser à l'institution éducative. Alors, restez connectés. Nous savons maintenant ce qu'encourent les responsables de l'acte violent et leurs parents s'ils sont mineurs. Émilie, je ne comprends pas bien pourquoi les parents de la victime portent également plainte contre l'établissement scolaire. C'est tout simplement parce que l'institution scolaire est responsable des enfants qui lui sont confiés. L'obligation de surveillance doit être exercée de manière effective pendant la totalité du temps scolaire. Et donc pendant les récréations. Oui, et le Code de l'éducation rappelle ce devoir et précise notamment l'attention qui doit être portée aux récréations. Oui, mais enfin, ce genre de choses est un traquenard qui se fait à l'abri des regards et surtout de la surveillance du personnel. Peu importe. Au regard de la responsabilité civile, il y a manquement à ce devoir de surveillance. Le chef d'établissement, les enseignants et les membres présents de l'équipe éducative seront considérés comme civilement responsables du dommage subi par l'élève victime d'une agression dans la cour. Vous voulez dire qu'en plus du malaise ressenti par les membres du personnel, ils vont devoir être traînés devant les tribunaux? À vrai dire, la responsabilité civile de l'État se substitue à celle de ses agents. Elle peut être mise en œuvre devant un tribunal administratif si les membres de l'établissement n'ont pas pris, en fonction de leurs pouvoirs et de leurs moyens, les mesures de contrôle et de vigilance qui permettent de s'assurer qu'un élève ne cause pas de préjudice à un tiers. Mais l'établissement lui-même ne peut-il pas se retourner contre les auteurs du délit? Si, bien sûr, contre l'agresseur et contre celui qui a filmé. Des sanctions peuvent être prises sur le fondement du règlement intérieur en fonction de la gravité des faits. Avant d'aborder cette notion, je pense qu'une petite synthèse serait la bienvenue, Émilie. Oui, bien sûr. L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Cette responsabilité s'étend à l'intérieur des locaux scolaires, y compris dans la cour de récréation. Elle concerne tous les enseignants ainsi que toute personne qui participe à la mission éducative de l'établissement. Lorsque le dommage a pour cause une faute de surveillance, la responsabilité civile de l'État se substitue alors à celle de l'agent fautif. On se retrouve après ça. Nous passons maintenant du strict cadre juridique au cadre éducatif. Nous avons déjà abordé la question de la charte d'utilisation des services informatiques dans l'émission Protection de la vie privée que vous pouvez consulter sur notre site. Émilie, il me semble que la clé de la prévention contre de tels phénomènes doit se trouver à l'école. Bien sûr, et une telle charte est en soi un acte citoyen, en plus d'être un acte juridique définissant solennellement les droits et les devoirs des élèves. L'avantage de ces chartes est d'encadrer des libertés d'usage, au plus près des pratiques. Leur but est de responsabiliser les utilisateurs des nouvelles technologies en attirant leur attention sur les dangers qu'il y a à les utiliser de manière incorrecte. Pour que cette charte ait un impact maximum, il vaut mieux la faire au moins partiellement rédigée par les élèves eux-mêmes, après des débats dans toutes les instances et cours où cela a un sens éducatif. Et pour qu'elles aient valeur de loi dans l'établissement, il faut les intégrer au règlement d'intérieur et les faire signer par tous, y compris par les élèves mineurs. Il ne faut pas non plus hésiter à les diffuser le plus largement possible et à en parler dès que possible. À propos de diffusion, vous pouvez nous envoyer votre petit récapitulatif, Émilie. Bien sûr. Donc, pour mémoire, nous vous rappelons que les chartes définissent les règles d'utilisation des outils de communication et d'Internet. Elles précisent les sanctions en cas de dérive et doivent être discutées, rédigées par les élèves. Elles doivent être intégrées au règlement intérieur et signées par tous. Enfin, elles doivent être diffusées le plus largement possible. Le cas d'aujourd'hui est suffisamment grave pour justifier, encore plus que d'habitude, notre rappel des points que nous avons survolés tout au long de l'émission. Oui, Christophe, vous avez entièrement raison. Et je vous rejoins donc sur le plateau après ça.
Si ces faits nuisent également à l'image des réseaux sociaux eux-mêmes, on ne dira jamais assez que la gravité de tels actes indignes entraîne pour les auteurs des sanctions très lourdes dont ils n'ont absolument pas conscience. Le happy slapping consiste en une agression filmée puis diffusée sur Internet. L'auteur du film est aussi lourdement puni que l'agresseur. Les mineurs de plus de 10 ans sont pénalement condamnables et les peines sont d'abord éducatives. Puis après 13 ans, elles peuvent représenter la moitié de celles destinées aux adultes. Les parents peuvent voir engager leur responsabilité civile. L'institution éducative et ses membres sont responsables de la sécurité des élèves qui leur sont confiés. En cas de défaut de surveillance, la responsabilité civile de l'État supplante celle de l'agent public. Les chartes de bonne conduite ont une valeur éducative et juridique. Elles posent les droits et devoirs des utilisateurs de l'Internet et des outils de communication au sein de l'institution éducative. Voilà, Christophe, notre émission d'aujourd'hui nous enseigne une fois de plus que la mise en place d'une politique de prévention négociée entre tous est le plus sûr moyen de vaincre l'imbécilité où nous mène parfois la quête de ce fameux buzz. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt.